Mais alors, au bout du compte, les derniers Jedi, est-ce que ce serait pas un peu le pire volet de la saga Star Wars? Non. Est-ce que ce serait pas le meilleur Star Wars? Bonjour à tous, Geoffrey et moi on est avec vous aujourd'hui pour vous parler de Star Wars Les Derniers Jedi. Et on a envie de vous en parler parce que l'ascension de Skywalker arrive sur les écrans, mais il nous semble que le précédent chapitre, celui réalisé par Rian Johnson, est encore énormément débattu, qui a beaucoup de points, qui passionnent, qui agacent, voire qui révoltent les fans de Star Wars. Et nous, pour le dire en un mot, on est ni convaincu par le film, ni emballé particulièrement, mais du coup on se retrouve un peu entre les deux camps, et on avait envie de revenir sur les principaux points qui ont fait polémique et qui ont fait s'entre-déchirer, s'entre-dévorer les amateurs de Star Wars. Fulfill your destiny. Bon, le plus simple, c'est de commencer par le personnage de Luke, puisque le film commence quasiment avec lui après l'introduction. Luke, il a été vraiment critiqué comme étant plus le Luke qu'on connaît, c'est-à-dire que c'était avant un Jedi lumineux, quelqu'un de courageux qui portait vraiment des grandes ambitions, la force et tout ça, vraiment héroïque, et qui là se retrouve en vieille ermite sur une île, qui n'est plus du tout motivé, qui n'a plus la foi, qui n'a plus la force. Et donc beaucoup de gens ont trouvé qu'il était dénaturé et mal utilisé, voire sous-utilisé. Alors ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, quasiment toutes les clés sont données dans le film. Luke, évidemment, il est retiré, il s'est isolé, il ne veut plus être sur le devant de la scène, il a abandonné tout espoir quasiment. Mais il faut le replacer par rapport à toute sa trajectoire. Luke, c'est quand même quelqu'un qui avait compris dans la première trilogie que son père était un Jedi qui s'était laissé consumer par la colère et la peur, qui a donc vu les ravages que pouvait faire le côté obscur de la Force, et qui lui-même a réussi à surmonter son père physiquement à la fin du retour du Jedi en se laissant un peu surpasser par sa colère. Donc il y a vraiment un moment où il a lui-même vu qu'il pouvait vaciller. Dans les derniers Jedi, on nous explique clairement qu'il a encore vu cette flamme de Darkseid ressurgir quand il a aperçu que Kylo Ren pouvait lui aussi tomber du côté obscur. Donc ça fait un peu le croisement entre les deux. D'un côté, un Jedi qui, encore une fois, peut tomber du côté obscur, Kylo Ren, et lui-même qui, encore une fois, pourrait se laisser surmonter par sa colère avec son sabre laser qui s'allume. Tout ça crée une situation désastreuse où Kylo Ren tue tous les Jedi, et donc ça me semble logique, en tout cas ça a du sens. Je trouve qu'humainement, pour le personnage, c'est intéressant de le faire revenir en devenant quelque chose d'autre, en le faisant évoluer, et je trouve que ça a du sens pour lui émotionnellement d'arriver à un stade où en fait il se dit à quoi bon continuer, et qu'il se dise autant tout effacer, autant effacer le yin et le yang, il n'y a plus de Jedi, donc il n'y a plus d'ennemis Jedi. Alors moi je suis tout à fait d'accord avec toi sur Luke, et puis il y a plein d'autres niveaux aussi, je trouve, qui rendent ça cohérent et puis tout simplement intéressant. Déjà, on est sur un récit qui se passe des décennies après la dernière fois qu'on avait été en contact avec Luke. Star Wars a toujours parlé quand même, je veux dire, du vacillement entre le bien, le mal, en fait du doute. Et donc, bah, il est parfaitement logique qu'on retrouve Luke dans une autre dimension, dans un autre état d'esprit que lorsqu'on l'avait quitté. De même, je veux dire, si on retrouvait un Luke combattant, lumineux, solaire et surpuissant, bah, il n'y aurait pas de film, hein, il y aurait tout simplement pas besoin d'autres personnages et ce serait pas la même histoire. Et enfin, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez joli de retrouver ce Luke-là désenchanté, fatigué, retranché, parce qu'il faut quand même pas oublier que Mark Hamill, même s'il était un petit peu revenu sur le devant de la scène, de la scène geek, on va dire, ces dernières années, il a quand même eu une des traversées du désert les plus violentes et tristes du 7e art. C'est quelqu'un qui a été, je veux dire, il a été à l'affiche de Star Wars, une saga qui a révolutionné le cinéma, et il a disparu, littéralement disparu. Je veux dire que, alors bien sûr, vous nous direz, oui, il a fait les voix du Joker, il a fait tel petit rôle, et c'est vrai, mais je veux dire, globalement, il est parti, lui, non pas du côté obscur, mais du côté du néant. Et en fait, prendre acte de ça, du fait que symboliquement, ce personnage s'est retiré, je trouve que c'est assez joli, en fait, et c'est une très belle révérence à Mark Hamill lui-même, en fait. Et moi, je trouve ça assez touchant qu'on ne le retrouve non pas disant, genre, mais oui, bien sûr, tout va bien, ce qui serait un peu hypocrite. Je trouve que, voilà, lier comme ça le personnage et son interprète, je trouve que c'est très beau, et très beau dans le rapport que nous, public, on peut entretenir avec lui. Autre personnage qui pose vraiment problème, c'est Rey. C'est le visage de la saga, c'est le visage de cette trilogie, et elle illustre un peu tous les problèmes qu'il y a autour de la narration, des décisions et de la direction empruntée. C'est-à-dire que d'un côté, dans le réveil de la Force, elle était considérée comme vraiment une copie quasi conforme de Luke. Donc beaucoup de facilité, encore un personnage sur une planète désertique, qui a un destin, qui n'a pas de parents, mais qui est promise à un avenir absolument incroyable pour sauver la galaxie, sauver des valeurs qui ont disparu. C'était la chose la plus attendue dans le deuxième, c'était qu'elle soit la fille de Luke Skywalker, et du coup tout le monde se disait, trop facile, grosse paresse. Il se trouve qu'en fait ce n'est pas le cas, puisque on joue beaucoup autour de la question de son ascendance, qui sont ses parents, d'où sortent-elles, et dans le 2 on nous dit clairement, en tout cas Kylo Ren lui dit, tes parents, c'est des gens lambda, c'est en gros personne.
Et pourtant, elle a quand même des capacités qui sont extraordinaires, puisque tout le monde se demande comment elle arrive à manier le sabre de cette manière à la fin du Réveil de la Force. Donc beaucoup de questions sont autour d'elle. Est-ce que ça va être trop facile? Est-ce que ça va être trop étrange? En plus, maintenant se joue la question de est-ce que la Force choisit les gens? Est-ce que tu l'as en toi? Est-ce que tu es d'un destin royal en gros? Ou est-ce que n'importe qui peut devenir un super-héros? Alors, au-delà de ce qu'on peut penser des deux décisions, il y a clairement un problème sur la gestion de ça, puisque beaucoup de gens ont parlé, notamment Rian Johnson ou Simon Pegg, du scénario qui a été réécrit, de la direction qui a été un peu déviée en cours de route. Donc je pense que Rey, c'est la parfaite incarnation de ces problèmes, de ces critiques autour des derniers Jedi, particulièrement sur où est-ce qu'on va, est-ce que quelqu'un sait où on va? T'as tout à fait raison, et pour moi, en fait, là où on sent qu'il y a un vrai souci, moi je n'ai aucun problème avec l'idée que ses parents soient des anonymes. Je n'ai aucun problème avec ça parce que ça vient justement changer l'idée qu'on doit absolument travailler une lignée, qui est forcément une question d'héritage, ou qu'on est forcément désigné, élu, choisi, et ça fait du bien, ça aère un petit peu toute cette mythologie. C'est une bonne chose. Néanmoins, là où je te rejoins totalement et où il y a un gros problème avec Rey, c'est que moi je suis infoutu de te dire quelle est la personnalité de Rey. Rey, elle est sympathique, courageuse et cinégénique. Mais je veux dire, quels sont ses goûts, quels sont ses élans, quelles seraient ses failles éventuellement, et ça aussi pour le moment. Alors, on peut supposer qu'ils vont essayer de traiter ça dans le troisième, mais enfin en un film ça va être un peu court. Encore une fois, qu'elle soit surpuissante, que son usage de la force soit surpuissant ou tout simplement différent de ceux qu'on a vus avant, qu'elle apprenne vite pour pas rejouer exactement le même enseignement, ça ne me pose sur le papier aucun problème. Le souci c'est que je vois pas sa faille. Je vois pas c'est quoi son problème. Là où, en revanche, des personnages, on y reviendra peut-être à d'autres moments, mais comme Finn, comme Poe, je vois quels sont leurs problèmes. Je vois avec quoi ils sont en conflit en eux-mêmes. Je vois par exemple que Poe est une caricature de héros d'antan et qui, de par son côté obnubilé par l'héroïsme, provoque des catastrophes. Ça, je trouve ça intéressant. Mais Rey, je ne vois pas. À part être une force positive mue par les scénaristes, je comprends pas ce qu'elle est. Et justement, je pense que c'est là que c'est mal écrit, puisqu'on sent que normalement la force qui est censée la mener éventuellement du côté obscur, c'est ce qu'on voit avec le trou sur l'île, là, à Bretonne, c'est qu'elle a tellement envie de trouver ses parents que ça peut la faire dévier de la voie qui lui est destinée. Mais c'est tellement fait d'une manière étrange, et encore une fois, sans direction claire sur qui on veut que soient ses parents. Qu'est-ce qu'on veut que ça raconte sur elle, sur l'héroïsme de ce Star Wars nouvelle génération? Et donc il y a finalement peu de scènes autour de ça, il y a beaucoup de blabla sur ça, sur c'est pas tes parents, qui sont mes parents, je ne sais pas d'où je viens, je pleure face caméra, j'ai une larme au coin de l'œil. Mais au final, cette scène qui est plus ou moins jolie visuellement, de tous les miroirs alignés, de son reflet, de qui est-elle, est-ce que finalement l'identité de l'héroïne se dilue dans ce doute sur d'où je viens? Et est-ce que je me focalise pas sur des mauvaises questions? Au final, c'est vrai que ça n'aide pas vraiment à la caractériser, c'est plutôt l'intention de son problème, ce sera ses parents et d'où elle vient, mais comme, encore une fois, personne semble vraiment savoir où ça va, c'est pas sûr que ça l'aide elle, et en tout cas, je trouve que ça pose un vrai problème sur, c'est le visage, c'est l'héroïne vraiment de la saga, très clairement, de cette trilogie, et on a du mal à comprendre vraiment pourquoi et où est-ce qu'elle va. Un truc que j'aimais bien dans le Réveil de la Force, c'est que dans la dernière demi-heure, dans les dernières 40 minutes, vraiment les trois personnages, Poe, Finn et Rey, se retrouvaient quasiment à égalité. Et j'aimais bien ce moment où Finn attrapait le sabre laser, prenait une fessée et elle le reprenait. Enfin, il y avait comme ça du mouvement entre ces personnages, ils étaient liés. Alors que là, le fait d'en vraiment en faire la figure de proue, eh ben, c'est là où elle se révèle assez creuse. Jamais désagréable, elle est même plutôt charismatique et assez magnétique, cette comédienne, Daisy Ridley, mais son personnage n'est pas intéressant. Autre point d'achoppement pour les spectateurs, ça a été le traitement de Leia, parce qu'il y a une séquence qui a, alors pour le coup, surpris tout le monde et choqué à peu près autant de personnes. C'est lorsque Leia, après que son vaisseau ait été attaqué, qu'elle ait été expulsée dans le vide intersidéral, dans un sursaut de conscience, parvient à regagner le sas le plus proche, cap au vent, volant dans l'espace, tel un Superman sous l'Exomile. Et là, le gros problème, c'est que déjà visuellement, la scène, on y reviendra peut-être après en détail, n'est pas très réussie. Que ce soit en termes de point de vue ou en termes strictement d'effets visuels, c'est pas top, ce qui est embêtant pour un truc aussi important. En plus de ça, même si alors les fans de Star Wars, les connaisseurs de l'univers étendu ou des jeux vidéo ont pu avoir des aperçus de ses capacités en matière de force, de sabre laser, de choses comme ça, on va dire pour le spectateur et pour la majorité des spectateurs, c'est pas du tout évident qu'elle est capable de faire un truc pareil. Donc après Rey qui était déjà super forceuse, on a Leia qui est capable inconscient de faire ça. C'est assez frappant et on a l'impression un peu bizarre que ça a été fait, parce qu'à l'époque Carrie Fisher était vivante, pour nous faire un twist et nous dire eh bien non, elle ne mourra pas ou elle ne mourra pas tout de suite, mais ce qui est pas
très utile parce que du coup ça éteint complètement l'émotion qui naissait jusque-là, qui était assez belle en fait, de cette espèce de double douleur lorsqu'on a son fils qui hésite à tuer sa mère après avoir assassiné son père, et c'est pire que ça, c'est pas lui, c'est un de ses sous-fifres qui le fait mécaniquement, froidement, et donc il y a une double souffrance, la mort de Leia, le vide que ça laisse probablement en Kylo Ren, et donc on piétine tout ça. J'en profite en plus pour dire que cet effet achève de t'écraser le fait qu'il y a juste le commandant Akbar qui meurt et qui part. It's a trap. La nouvelle trilogie, tu te... C'est ça, qui est vraiment traité, mais alors le gars passe dans l'aspirateur. Et donc voilà, vraiment la scène arrive comme un cheveu sur la soupe. Elle est pas visuellement très intéressante et elle laisse vraiment un espèce de goût de presque de greffe un peu absurde. C'est vraiment dommage parce que d'un côté, je trouve que la scène est assez ratée visuellement comme tu le dis, et j'aime l'idée que d'un seul coup, elle est, la force maintenant, elle est avec elle de manière très explicite, très visuel, ce qui jusque-là n'était vraiment pas le cas. Donc on voit bien l'évolution assez jolie de Leia, qui était quand même la princesse, le fantasme, et qui maintenant se retrouve à mener la résistance et à utiliser la force d'une manière vraiment spectaculaire. Mais c'est pas très beau, clairement. Et je trouve ça très bizarre qu'il se soit pas dit en faisant les faits. Moi, je pense que c'est beau, mais ça va être ridicule. Parce que je pense que, honnêtement, c'est ridicule, c'est moche, quoi. C'est compliqué de trouver ça touchant, parce qu'en fait, on se dit, mais quoi ? C'est vraiment... Oui, et puis il y a un contraste qui est beaucoup trop fort, je te dirais, entre Leia telle qu'elle a été dans les 2 précédents films, c'est-à-dire avec son âge, avec sa santé, c'est-à-dire qu'on en fait un personnage du coup qui est devenu commandante, qui a une stature, mais je veux dire, elle court pas, elle ne bondit pas. Ouais. Ça m'a fait, je pense, à peu près le même effet que quand, gamin, j'ai découvert Yoda se transformer en chewing-gum cocaïné avec son sabre laser, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de rupture dont je salue volontiers l'audace, mais qui me semble vraiment être ratée dans l'accomplissement. Et après, on se retrouve dans un truc, on y reviendra quand on parlera spécifiquement de ce personnage, mais on se retrouve du coup dans un espèce de truc très flottant avec l'amiral qui la remplace, qui joue l'intérim, qui est joué par Laura Dern, et où tout d'un coup on se retrouve avec une autre dirigeante, une autre femme forte, mais qui a été introduite un peu à la va comme je te pousse, et voilà, tout d'un coup Leia est présente tout en étant absente. C'est très étrange, et ça fonctionne d'autant moins que lorsqu'on va la retrouver sur cette planète avec une croûte de sel, c'est pour la retrouver totalement désemparée, c'est-à-dire que un peu plus tôt quand même, elle nous a fait un truc de force incroyable, et là elle dit ah bah on est foutu. Là je peux rien tenter là. Et je trouve que ce que tu dis sur Leia et la manière dont elle est éjectée et ramenée dans l'intrigue, ça illustre bien le vrai problème selon moi, et il me semble plein de gens, de Dernier Jedi, c'est la narration, la manière dont les forces en place sont utilisées, séparer les gens, les remettre ensemble, une ellipse, une nouvelle menace, en fait c'était une fausse menace, un twist, bon voilà. Tout ce bordel est assez bien illustré par la planète Canto Bight et tout le périple de Rose et Finn, qui, quand on résume ce qu'ils font, est complètement absurde, puisqu'ils doivent arrêter le tracker. Maz Kanata les envoie, comme dans une présentation de jeux vidéo de merde, sur une planète, trouver un mec qui va les aider à arrêter ça. Ensuite, ils se retrouvent en prison. Là, un mec super chelou leur dit « Attention, ne croyez personne, mais moi je peux vous aider. » Il ouvre la porte, ils partent sur des lévriers de l'espace, ils sont arrêtés, il les reprend en vaisseau. Finalement, ils sont piégés parce qu'ils balancent leur plan. Moi, ça me donne juste l'impression d'une suite de parenthèses, et d'un réalisateur qui se dit « Ok, voilà ce que je veux raconter, je veux que Finn et Rose aient une relation parce que je veux raconter leur amour à la fin et tout ça. Je veux que leur plan tombe à l'eau et qu'en fait ils soient piégés. » Ça, c'est les intentions. Mais la manière dont il le fait, c'est très artificiel. J'ai l'impression qu'en fait, il y a du surplace virtuel qui est constamment travaillé en séparant, en ramenant quelque chose, une nouvelle couche. Et qu'en fait, si on résume, tout pourrait être fait en beaucoup moins de temps et surtout avec beaucoup moins de diversion. J'ai revu le film il y a pas longtemps pour préparer cette vidéo, je sais pas, il y a peut-être 2 semaines, et j'ai réalisé que je n'avais quasiment aucun souvenir visuel de toutes les séquences de Canto Bight, de la course, de machin, enfin, tous les éléments que tu viens de décrire. Mais vraiment très peu de souvenirs. Je crois que le seul truc dont je me rappelais, c'était le caméo de Justin Theroux, pour te dire comme ça m'avait marqué. Et tu vois, je l'ai vu il y a 2 semaines, et à nouveau, tu vois, j'ai des doutes, tu m'as dit la course de l'évrier, je dis ah mais oui. Et vraiment, il y a un truc symptomatique, c'est que c'est vraiment le passage le plus pauvre du film. Je trouve esthétiquement, mais aussi dans la mise en scène, dans la mise en image. Donc voilà, c'est extrêmement mécanique, c'est pas tellement honteux en soi, mais à nouveau, on a vraiment l'impression, qu'il dilue, il tire sur son élastique, mais à tel point que lorsqu'il va le lâcher, le machin va juste craquer, quoi. Ouais. Et c'est assez étonnant. Moi, c'est peut-être la partie du film qui me paraît la plus faible de très très loin. Ah mais clairement, moi j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont dit le film c'est une course-poursuite, il y a la planète à la fin, en fait il y a très peu de choses concrètes qui sont montrées, l'île on l'a déjà vue, elle est pas très riche visuellement quand même, donc il faut une nouvelle planète, il faut qu'il y ait un truc, il faut qu'il y ait une planète casino, il faut qu'il y ait ces espèces de bestioles géantes. Tout ça, ça me paraît vraiment très forcé, comme si on s'était dit chez Lucasfilm et Disney, il faut rajouter quelque chose, du coup c'est par quelqu'un, il faut qu'il se passe des trucs, même s'il se passe rien. Donc comme ton film, finalement c'est une course-poursuite lente et tirée sur le temps, il faut que des gens aillent ailleurs, et ben là une planète, et on sort des trucs de la Manche, et voilà, il y a des lévriers, des machins, il y a une prison.
Il y a Benicio del Toro, il y a BB-8 qui arrive, enfin c'est un sacré bordel pour en fait vraiment j'ai l'impression que ça ne raconte quasiment rien à ce moment-là. À part ce passage et le climax, enfin ce grand passage et le climax, tout le film se déroule dans l'espace. Mais dans l'espace, je veux dire, on n'est pas au milieu d'un champ d'astéroïdes, on n'est pas à côté d'une planète, on n'est pas, je sais pas moi, devant un pulsar ou un trou noir. Je veux dire, on est vraiment dans l'espace noir avec des petits points lumineux, des petites planètes au loin. Et ce qui fait qu'on n'a pas une notion de l'espace dans le sens de la géométrie, là où on se trouve, très forte. Visuellement, une fois que tu as vu 2 fois des super destroyers de l'enfer et que tu as vu 2 fois les vaisseaux de la résistance, tu as compris à quoi ils ressemblent, c'est plus très excitant, surtout que, comme tu dis, c'est une espèce de poursuite au ralenti. Et du coup, il fallait créer un univers visuel qui soit un peu plus Star Wars, si j'ose dire, avec des décors, des bébêtes, des rebondissements, un petit côté film d'aventure des Rolf Flynn, enfin bref, les ingrédients de Star Wars. Mais c'est très artificiel parce que justement, on dirait que ça a juste pour vocation d'aérer un peu un truc très épais au milieu, dont je comprends pas pourquoi il est aussi épais. Ouais. Pourquoi est-ce qu'à un moment, cette poursuite, elle passe pas au ras d'une planète? Pourquoi elle passe pas et même si c'est pas un champ d'astéroïdes, je veux dire, comment ça se fait qu'on n'apporte pas un peu de variété à ce dispositif central? Oui, c'est vrai qu'avec le recul, moi je me dis qu'ils auraient pu mieux équilibrer en faisant plus de péripéties à l'intérieur du vaisseau, où il pourrait y avoir une enquête interne, une sorte de vraiment passer d'un autre vaisseau à un autre vaisseau pour trouver quelqu'un, et étirer la partie sur la dernière planète qui est pour le coup très belle et riche visuellement, mais qui est vraiment reléguée à la dernière partie, et que là il se passe peut-être plus de choses. Et là en fait on a l'impression d'un très gros déséquilibre en fait entre les parties du film, qui fait que ouais en fait ce truc-là semble étiré pour de mauvaises raisons, et donc ça donne un film qui je pense a été lourdement critiqué pour cet énorme ventre mou en plein milieu, et qui du coup a vachement répercuté sur Rose, ce type de personnage où on se dit mais qu'est-ce qu'elle fout là, pourquoi elle a été foutue là quoi. Il y a un autre personnage qui a cristallisé énormément d'attaques et de reproches, c'est le personnage de l'amiral Holdo, interprété par Laura Dern. Alors il y a plusieurs des points négatifs à son endroit avec lesquels je suis d'accord, notamment le fait qu'il n'y a aucune raison valable pour qu'elle dissimule son plan d'action à ses amis, à ses frères d'armes et à ses sous-fifres, tout simplement parce que ce serait beaucoup plus efficace, comme tout plan d'action, d'en faire profiter la hiérarchie. Ça n'a aucune autre raison que de nous réserver un twist absurde. Ouais. Et en plus de ça, il me semble qu'il y a un autre souci fondamental. J'ai pas de problème avec les sacrifices au cinéma, j'ai pas de problème avec les sacrifices de personnages qu'on connaît depuis pas assez longtemps, mais néanmoins, je veux dire, je n'arrive pas une seule seconde à croire que pendant une situation de guerre, ce soit la personne qui dirige l'armée qui se sacrifie. C'est pas possible. Personne, et que tout le monde laisse faire genre, oh bah oui chef, vous êtes vachement gentil. Ça n'a aucun sens. Elle peut avoir cette idée, et c'est plutôt une bonne idée du coup, un geste un peu désespéré, un peu fou, mais qui paye. Mais à un moment, c'est horrible. Tu dis, bah écoute Po, hein, tu nous tires sur le jonc depuis tout à l'heure. C'est toi qui vas prendre l'hyperespace et qui va tout péter. Allez, merci garçon. Non mais ou même n'importe qui. C'est vrai que ça me donne en plus l'impression, comme beaucoup de choses dans ce film, c'est que c'est des jokers qui sont sortis comme ça, de manière arbitraire. Ce personnage n'a jamais été présenté, on n'a jamais entendu parler de tracker, on a entendu parler de tellement peu de choses qui sont fondamentales dans celui-ci, que ça donne vraiment l'impression que quelqu'un s'est dit, encore une fois, je vais arriver à tel but, qu'est-ce qui va me permettre d'y arriver? Donc il y a un peu des grosses facilités artificielles comme ça qui sont sorties, donc ça amène au tracker, au fameux tracker qui fait en fait tout l'arc de voûte de l'intrigue. Ils ne peuvent plus fuir puisqu'on peut les traquer dans l'hyperespace, alors que l'hyperespace, tous ces sauts sont là dans la saga depuis le début, à aucun moment on nous a dit ça. Maintenant, c'est donné comme une chose qui va vraiment bloquer tout le monde. Et il y a une sorte de lente course-poursuite, comme on disait tout à l'heure, qui fait que c'est la technologie qui freine tout le monde. C'est-à-dire que les gros méchants de l'Empire, enfin du Premier Ordre, sont trop lents pour attraper les autres. Eux, ils sont un peu plus rapides, mais ils n'ont pas beaucoup de carburant. Mais ils ont des boucliers, mais du coup, ils ont presque plus de carburant. Donc au fur et à mesure, les miettes de vaisseau vont être écrasées jusqu'à un moment où il n'y aura plus rien. Je trouve l'idée pas mal. L'idée d'une poursuite comme ça, un peu lente et tout, ça, c'est intéressant, puisque dans Star Wars, il n'y a jamais vraiment eu ça, il me semble. En tout cas, étiré de cette manière aussi longue. Mais encore une fois, ça n'est pas très réussi à l'écran, parce qu'on se dit, est-ce que c'est pas un peu ridicule que l'Empire soit si freiné derrière? En quoi je suis censé sentir que c'est une menace surpuissante s'ils sont pas foutus d'avoir un super missile ou un petit jump pour les écraser? Ou enfin quoi que ce soit, de faire un saut dans l'hyperespace devant eux, enfin quelque chose de s'éparpiller. Je trouve que c'est vraiment très con en fait de faire de cette menace qui est censée être immense des gens qui sont juste freinés parce qu'en fait ils ont pas de boost et ils sont à fond sur les pédales d'accélérateur. Mais je trouve ça d'autant plus gênant que, je sais pas si tu te souviens, mais dans Battlestar Galactica, dans les premiers épisodes de la première saison, c'est pendant 2 ou 3 épisodes au moins, c'est le leitmotiv, c'est-à-dire que Battlestar Galactica, c'est une série, si vous ne la connaissez pas, il faut la regarder. Un des premiers éléments de scénario, quand les humains sont poursuivis par les méchants Cylons, il y a donc des bonds dans l'hyperespace, et le principe c'est que les Cylons sont réglés sur le rythme des humains, et débarquent toujours quelques minutes après eux. Donc les humains n'ont que quelques minutes pour se recoordonner, repartir et essayer de tous bondir au même endroit pour ne pas se perdre dans l'espace.
c'est fait avec 15 000 fois moins de moyens, avec une écriture qui n'a pas le temps de développer une mythologie dans la même proportion que Star Wars, et c'est fait avec une efficacité, une intelligence et une économie de moyens, voilà, justement, qui est surpuissante. Et je me dis, c'est fou que 15 ans après, oui, bien 15 ans après Battlestar Galactica, on n'arrive pas à s'en inspirer ou à retravailler ce motif pour en faire quelque chose de tendu, parce que si ma mémoire est bonne, hein, après le très long pilote, donc c'était dans le premier épisode qu'il y avait cette course-poursuite. Je crois que ça s'appelle 33 minutes. C'est ça. C'était toutes les 33 minutes qu'ils arrivaient. Voilà. Et ça s'ouvre là-dessus sur quelque chose qui doit être déjà leur 15e bond, c'est-à-dire qu'on les trouve essorés, ils en peuvent plus. Exactement. Mais il n'y a jamais un moment où je les sens sur le point de craquer. Mais c'est vrai que tout l'angle, c'est justement à quel point ça les use, et qu'en fait, psychologiquement, physiquement, ils n'en peuvent plus. Et c'est vrai que là, en fait, on sent une sorte d'agitation, de tension, mais comme la fenêtre est finalement assez resserrée, c'est pas comme si ça s'étendait sur des semaines. Il y a une sorte de mi-gros suspense parce qu'en fait, on est dans l'excitation, dans l'agitation. En même temps, c'est pas vraiment si long, ça n'use pas vraiment les gens. Et le compte à rebours est un petit peu vague. Donc ouais, je trouve que la course-poursuite, qui est censée être le grand enjeu du film, en tout cas, ce qui fait le cœur de l'action, de la poursuite et tout, je trouve qu'il est tellement mou qu'en fait, je pense que ça abîme énormément les derniers Jedi. Ah, ça l'abîme énormément. Et tu vois, tu disais tout à l'heure, oui, on sent qu'on en passe par là parce qu'on a une idée de la destination et que c'est un peu le bazar pour aller jusque-là. Et c'est frappant quand tu vois comment se termine cette course-poursuite. On parlait de Laura Dern, par ce bond comme ça dans l'hyperespace. Écoute, c'est quand même fou, c'est-à-dire que c'est terrible. En même temps, j'ai un peu envie de le mettre au crédit du film, mais ça nous offre ce qui est peut-être un des plus beaux moments de la saga Star Wars plastiquement. C'est-à-dire qu'on a en même temps ce sabre laser qui est démantelé par les deux personnages, Finn et Rose qui sont sur le point d'être exécutés. Oui, c'est Finn et Rose. Et le vaisseau qui traverse tout, voilà, dans ces quelques plans silencieux, je trouve que c'est surpuissant. Et tu sens qu'évidemment, bien sûr, c'est à ça qu'il voulait arriver. C'est à cette espèce d'orgasme comme ça, de libération de la puissance. Le film a également été accusé, en gros, de casser la force, de faire n'importe quoi avec ce concept, et vraiment de vouloir repenser la mythologie de la saga, mais en la piétinant au passage. Alors moi, ça, c'est un reproche avec lequel je suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire que, effectivement, dans le film, on découvre un dernier Jedi, un Luke Skywalker qui n'est plus que l'ombre de lui-même, en tout cas qui n'est plus le Jedi qu'il fut, qui est même prêt à littéralement aller brûler ce qui reste d'héritage de la symbolique et de la mythologie de la saga. On voit que maintenant la force est devenue un élément plutôt démocratique, là où avant on était élu, on avait un lien très fort avec la force ou pas, on était d'une lignée qui était dans la force ou pas. Là maintenant, quelqu'un qui veut conquérir la force peut y parvenir par son mérite, sa volonté, son engagement. C'est des trucs qui ont été vraiment, qui ont fait hurler dans les chaumières. Moi je trouve que ce sont plutôt des bonnes choses, plutôt des changements intéressants. Concernant ceux qui sont liés à Luke, assez cohérent avec ce qui est proposé. Et surtout, enfin, il faut arrêter, c'est pas la première fois que la saga se réinvente, pousse les limites, tente des choses. Moi je déteste la prélogie, je trouve ça abominable, mais je vais certainement pas nier que George Lucas expérimente plein de trucs, qui tente beaucoup de choses et qui renouvelle complètement son univers. Les gens qui au cinéma ont découvert l'Empire contre-attaque seulement après avoir vu Star Wars, je pense qu'eux aussi ils ont eu un peu l'impression qu'on faisait table rase et qu'on piétinait un peu leur univers, parce que, je veux dire, les actions de Luke, Dark Vader qui lui révèle qu'il est son père, qui est un truc qui est une vraie surprise, énorme à l'époque. Ou pareil, des éléments super durs. Moi je me rappelle quand j'étais môme, quand je l'ai découvert, ce qui m'avait marqué le plus, c'était Luke, une fois qu'il apprend que Dark Vader est son père, qui se laisse tomber. Et il se laisse tomber, il sait pas qu'il va être récupéré par sa sœurette après, vraiment il se suicide quoi. Et c'est une image terrible, il tombe dans une espèce de truc immense comme ça, il va tomber dans le ciel. Moi c'était une idée de l'angoisse et de la peur terrible, du désespoir que je trouvais vraiment très très forte. Et donc bref, tout ça pour dire, non je suis désolé, pour moi, les derniers Jedi suivent plutôt une certaine tradition de Star Wars qui est à un moment de ne pas hésiter à renverser la mythologie ou à la repenser, à la relire. Moi je me souviens, j'étais môme quand est arrivée la prélogie, les midi-chloriens, les trentenaires, les grands frères, les grandes sœurs ou mes parents, fallait pas leur expliquer que c'était une idée intéressante. Il y a des gens qui cassaient des bras pour moins que ça. Donc non, en fait c'est pas nouveau dans la saga et je trouve ça un peu triste de s'en révolter. Ça remet en jeu cette idée que en fait, c'est impossible de satisfaire les gens, les publics, parce que c'est censé être fédérateur, c'est trop énorme, ça joue sur trop de générations pour ne pas essayer de toutes les rassembler, mais que c'est une position intenable dans le sens où ce sera toujours trop ou pas assez. Le réveil de la force a été clairement critiqué à juste titre, je pense, sur cette idée de recyclage intensif, de reprendre des figures familières et juste de changer des acteurs, de changer les décors et de mettre plus d'énergie dans la mise en scène et d'argent dans les effets spéciaux. Et c'était à la fois un sentiment familier qui était efficace, mais aussi une grosse limite en termes d'imaginaire. On sentait à quel point c'était bridé et que, bon, voilà, les gars, sérieux, on attend tout ça pour ça. Et dans les Jedi, il fait autrement. Il essaie de
de changer des choses. Ça veut pas dire que c'est bien, que c'est réussi et que c'est pour les bonnes raisons, mais des choses sont changées. On peut pas nier qu'il a pris des risques et qu'il essaie de se dire on va remodeler l'univers, on va réécrire certaines règles, on va balayer le passé, on a tué Han Solo, Leia a été à deux doigts d'être tuée au début, en fait non, bon elle était censée être dans le 3, on sentait qu'en tout cas il y avait un travail sur que deviennent les figures du passé, est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on brûle nos idoles d'hier et est-ce qu'on n'en érige pas d'autres. C'est logique, mais tout en changeant les règles pour les futures générations. Donc c'est vrai que c'est compliqué de se dire que d'un côté le réveil de la force est critiqué pour une raison, et en réagissant à ça, en imaginant que les derniers Jedi aient intégré cette donnée pour faire autre chose, ça devient aussi le motif d'une critique. Alors est-ce que c'est les mêmes personnes ou d'autres gens? Peu importe, en tout cas il faut accepter que c'est normal d'avoir des critiques sur ces films. Tout ça pour dire que ouais, je pense que de dire qu'il aurait détruit beaucoup de choses et que toutes ces violentes critiques, c'est le synonyme de c'est bien la preuve officielle que c'est raté. Non, je pense que c'est bien la preuve officielle que tant mieux que ça existe, non Oui, et puis c'est la preuve d'un truc quand même incroyable, c'est qu'il y a quand même un écho, une connexion avec le public de Star Wars qui est exceptionnelle en fait, parce que c'est pas le film qui a inventé la pop culture, mais c'est le film en tout cas qui lui a donné peut-être un peu la forme qu'elle a actuellement et la manière qu'elle a de s'exprimer, de fonctionner par communauté, par fief, par petite chapelle, par groupe, quoi, par élan. Et en fait, c'est quand même la seule saga qui peut cristalliser des sentiments aussi fort. Prenons un exemple, la dernière vidéo qu'on a fait tous les deux pour décortiquer un peu un film, c'était Terminator Dark Fate, qu'on n'a pas particulièrement aimé, mais ce que je veux dire, c'est que même dans les gens qui détestaient le film, voilà, les gens n'avaient pas l'impression qu'on les avait trahis. Je veux dire, les gens disaient oh, moi ça m'a pas plu, je pense que c'est un mauvais Terminator ou que c'est un mauvais film d'action, mais voilà, les gens n'étaient pas en train de se rouler par terre, en train de se dire qu'on avait pris leur enfance pour la passer à la moulinette. Et en fait, moi j'ai un peu envie de dire aux gens qui se sentent super choqués, mais profitez-en, c'est génial qu'un film puisse vous faire cet effet-là, c'est canon quoi. Oui, parce qu'on voit quand même des choses qui excitent énormément en négatif comme SOS Fantôme. Plus personne ne parle du reboot remake aujourd'hui parce que c'est un film très moyen, voire mauvais, mais tout le monde s'en fout. Logique, les derniers Jedi, vraiment encore des années après qu'il excite à ce point-là, c'est quand même finalement assez précieux comme tu dis quoi, donc autant s'en réjouir parce que même les Marvel ils excitent pas à ce point-là sur une durée aussi longue. Alors un autre élément qui a beaucoup fait discuter, c'est Snoke qui dans le réveil de la force était vraiment on va dire une silhouette, hein, mais exactement comme l'empereur dans la première trilogie, apparaît là vraiment et vraiment aux manettes actif dans les derniers Jedi, sauf que là beaucoup de gens ont été choqués par le fait qu'il se fasse fumer comme c'est pas permis par son apprenti. Et ben moi je suis pas d'accord, je trouve que ça marche très bien. Il y avait beau y avoir des centaines, sinon des milliers de théories sur le web qui fleurissaient avant que le film ne sorte, moi je n'en ai lu aucune disant bon bah a priori aux 2/3 du film le gars va se faire découper. Je trouve que ça fait sens, je trouve qu'à nouveau c'est un choix qui est pas évident à tenir, qui est plutôt bien tenu, qui est assez audacieux, et puis moi ce que j'aime c'est qu'en plus Johnson qui est pas un type qui manque de panache, le fait avec beaucoup de panache, c'est-à-dire qu'il enchaîne sur une des plus belles scènes d'action de Star Wars, enfin une des plus belles, hein, pas la plus belle, détendez-vous, de toute la saga Star Wars, donc une scène de sabre laser, de combat, de duel qui est une des plus dynamiques, une des plus riches. Moi justement, je me cache pas de pas aimer la prélogie, mais moi un truc qui m'avait particulièrement frustré dans la prélogie, c'est que je trouvais que les combats n'avaient aucun enjeu dramatique, avaient des chorés d'OP au numérique vraiment pas très intéressantes. Là je sens qu'il y a un poids, je sens qu'il y a de l'énergie, je sens qu'il y a de l'enjeu. Chaque coup que donne aussi bien Rey que Kylo, ils sont en train de se libérer à ce moment-là, c'est un truc très fort. La caméra joue avec le décor, joue avec les perspectives, joue avec les couleurs, le décor se transforme, bref, c'est un pur moment de cinoche, et vraiment voilà, ce twist et ce qui suit directement, pour moi c'est le meilleur moment du film de très loin, un des meilleurs moments de la saga Star Wars également, et vraiment il n'y a pas beaucoup de moments où la saga plastiquement a été aussi haut. C'est hyper intriguant et excitant, c'est-à-dire que comme tu le dis, personne ne pouvait le prédire, personne s'y attendait, et est-ce que c'est pas ça, après tout, la valeur d'un film comme ça, c'est de se dire, tiens ça, tu le savais pas, sur une machine aussi énorme, avec un héritage aussi énorme, une mythologie aussi connue, aussi remaniée, mais en tout cas qui est si surveillée et si maîtrisée par les gens, protégée même, là de se dire, et pourquoi ne pas tuer Snoke? Comme tu le dis, toutes les théories, il y a dû en avoir des centaines. Est-ce que ça a été pris en compte pour tuer Snoke? Je ne sais pas, mais j'aime l'imaginer. Et de se dire qu'à ce moment-là, ça, tu l'as pas vu venir. Et c'est pas juste pour l'esbrouf, c'est de se dire, est-ce que c'est pas ce sentiment d'aventure qu'on est obligé de toujours chercher? Et est-ce que c'est pas un obstacle qu'on est censé faire tomber pour avancer, ouvrir des perspectives nouvelles? Ce qui joue avec plein de choses autour de cet épisode qui peut-être a fait un peu vriller, ou le sol se dérobe sous les gens qui attendaient certaines choses. Là effectivement tuer Snoke, tu t'y attends pas, et comme tu le dis en plus c'est fait dans une scène, au sein d'une scène, c'est pas la seule chose qu'il y a dans la scène, c'est fait au sein d'une scène où il se passe beaucoup de choses, où c'est très actif, le décor il est un peu baroque, complètement absurde, mais en même temps ça en jette, ça en fout plein la vue, il y a beaucoup de réel, c'est pas du fond vert dégueulasse dans tous les sens. Le combat, je le trouve assez cool, même si c'est pas le truc dont je suis le plus fan, ce genre de chorégraphie et tout ça, mais je trouve que celle-là, elle est une des plus excitantes, parce que
au-delà de la chorégraphie elle-même qui est soignée, des effets, des trucs rouges de tous les côtés, c'est effectivement cette valse un petit peu morbide entre eux. Tu ne sais pas trop si finalement vont céder, si vont se repousser. Est-ce que c'est juste pendant quelques instants qu'on est l'ennemi de mon ami et mon ennemi? Tu ne sais pas, en tout cas, il y a de l'émotion qui se passe, et c'est à ce moment-là où tous les éléments qui jusque-là ont été créés, assemblés de manière un petit peu artificielle, se réunissent parce que tout le monde est vraiment en train de vivre ses potentiels derniers instants. La menace est tombée, mais la menace n'est clairement pas terminée. Rose et Finn sont de doigt d'être tués, Laura Dern va se sacrifier dans pas longtemps. Tout ça concourt à ce moment-là à une sorte de montagne d'émotions et d'excitation. C'est dommage que jusque-là on ait eu besoin de tant d'efforts artificiels et lourds pour y arriver, mais en même temps, pour arriver à ça, est-ce que ça ne valait pas le coup? En tout cas, moi je pense que quand on a les têtes dans la scène, il y a des trucs hyper intéressants, et Snoke, au minimum, on se dit que c'est un choix, un parti pris suffisamment fort pour ne pas être balayé en disant c'est de la merde, mais juste en disant ouais, ok, pourquoi pas, ouais, il faut voir après où est-ce que ça mène dans le prochain, évidemment, parce que, encore une fois, c'est un épisode de milieu, donc c'est compliqué d'avoir un regard total dessus, mais je suis d'accord que Snoke, en tout cas, c'est clairement pas le problématique du film. Au contraire, c'est peut-être une des choses qui fait que, pour moi, le film reste intéressant et méritera sûrement d'être vu avec le recul en quelques années. Alors, un élément qui s'est fait, pour le coup, moi j'ai presque l'impression que je n'ai vu quasiment personne le défendre, en fait, c'est l'humour du film. Sinon, on l'avait défendu un petit peu à l'époque. Oui, bien sûr, mais tu vois, mais en général, tu vois, quand les gens attaquent ça, ils sont tous d'accord. Tu vois, t'en as jamais un qui dit oh, arrêtez quand même, l'humour est vachement bien. Et c'est ça qui me frappe. On a reproché énormément, oui, voilà, l'humour qui est présent dans le film, que ce soit l'utilisation des porgs, que ce soit l'utilisation des porcs, les espèces d'énormes machins avec des grosses tétasses, ou encore ce fameux fer à repasser qui descend et qui ressemble un instant à un vaisseau. Bref, c'est souvent pointé du doigt comme genre, hey, il se fout de nous, il prend pas la saga au sérieux. Alors déjà, on va tous se détendre dans la trilogie, des blagues, et des blagues incroyablement épaisses, il y en a, mais dans tous les épisodes. Et George Lucas aimait tellement ça qu'il en a quand même rajouté dans sa trilogie remasterisée. L'arrivée chez Jabba avec les espèces d'aliens en 3D immondes qui chantent pendant 3 minutes, enfin, c'est pas possible comme truc rigolo, quoi. Donc, premièrement, l'humour épais, si ça vous pose un problème, je sais pas si, a priori, ça vous posait déjà un problème avant, donc c'est pas nouveau, c'est pas spécifique à ce film, et surtout, je trouve pas que c'est de l'humour lourd, c'est de l'humour qui est burlesque, qui est visuel, qui joue toujours sur le découpage, le montage, enfin, un humour de cinéma, quoi. Ouais, je suis d'accord, avant, il y avait un côté vraiment très enfantin, lourdin, que je me rappelle dans La Menace Fantôme. Il y a tellement de scènes qui sont étirées autour de Jabba, qui est drôle. Je crois qu'il y a même un pédalien juste avant la course, où ils partent tous. Enfin, vraiment, c'est de l'humour pipi caca de bas étage. Et là, c'est de l'humour, c'est quasiment muet, quoi. C'est-à-dire que ça joue sur la situation pendant 10, 20 secondes, que ce soit Rey qui fait tomber un rocher sur la petite charrette des nonnes, là. Et c'est juste un plan où elles ont une petite réaction, un petit bruit, vraiment du gag sonore et visuel, où le porc qui voit Chewbacca en train de cramer, de bouffer à la broche son pote porc en disant je trouve que c'est drôle parce que c'est court, ça ponctue, et c'est pas le centre d'attention. C'est des petites parenthèses à droite à gauche que je trouve qui sont plus de l'ordre de l'esprit, de la petite réflexion un peu décalée, mais c'est pas, j'ai pas l'impression que c'est un gamin qui a fait la scène, j'ai l'impression que c'est un adulte qui a pensé à une scène qui peut plaire aux gamins, mais faire rire les parents en même temps. Donc c'est plutôt noble, et c'est surtout très court et très modeste à l'échelle globale du film. C'est ça, on n'est pas du tout ce que j'ai parfois lu dans une volonté de dédramatiser, comme il y a parfois chez Marvel, où on sent que oulala, non, il faudrait pas trop inquiéter les gens, c'est pas grave, Iron Man peut bien faire une petite blague en picolant dans son armure. Il me semble que c'est pas du tout l'esprit, et donc du coup moi je suis assez surpris par ces reproches-là, et je les trouve assez injustes. Et de même, il y a quelque chose qui me semble un peu injuste. Alors on peut tout à fait ne pas aimer du tout le film, on peut le trouver très mauvais, on peut trouver que Rian Johnson est un piètre metteur en scène qui n'a fait que des mauvais films. Moi j'ai pas de problème avec cette opinion. Néanmoins, je suis assez choqué de voir le nombre de gens qui, au mépris de toute forme de réel ou d'appréhension de comment on fabrique un film comme ça, qui disent tout est la faute de Johnson, quel salopard, il a détruit Star Wars, il a détruit ça, mais pourquoi on lui a donné les clés de la voiture. Il faut quand même bien se représenter le fait que le premier jour de tournage, avant le premier clap des derniers Jedi, tout a été validé 200 fois par Disney. Je veux dire, son scénario a été lu et relu, tout a été storyboardé. Bref, le mec est pas parti en solitaire pour se taper un délire de déconstruction complètement kamikaze. Non, c'est un projet commun avec Disney, c'est ce que Disney voulait, et considérer qu'il serait coupable, déjà j'aime pas cette idée, premièrement, et qu'en plus il serait le seul, en tout cas responsable de ce qu'est le film, c'est pas vrai. C'est une licence que Disney a acheté plusieurs milliards de dollars. Je veux dire, Kathleen Kennedy a beau avoir dit récemment, oh, vous savez, on laisse toujours de la liberté parce qu'on a besoin que les créateurs s'expriment. Ouais,
oui. Je pense que Colin Trevorrow, Phil Lord, Chris Miller et 2-3 autres ont bien senti le vent de la liberté quand il les a poussés loin de Lucasfilm. Donc voilà, il faut arrêter de présenter Johnson comme un espèce de voleur solitaire qui aurait détruit Star Wars. Ça n'est juste pas vrai. Oui, c'est un peu l'impression de punching ball qu'avait Paul Feig sur Response Fantôme ou Trevorrow sur Jurassic World. Spielberg est derrière, je veux dire, Spielberg n'a pas dit ok, carte blanche, je veux dire, tous ces gens-là, ils sont à la solde d'un studio. C'est ni un problème, ni une qualité, d'ailleurs, c'est un fait, c'est comme pareil chez tous les studios. Et c'est un petit peu facile. Bon, après, c'est le punching ball en première ligne, c'est le visage du film, mais il faut se rappeler, ils n'ont pas le director's cut. Quoi. Le film, c'est ni eux qui mettraient le scénario de A à Z, c'est ni eux qui mettraient le montage final ou quoi que ce soit de la promo. Vraiment, c'est juste un rouage dans une machine qui a une part de responsabilité très limitée. Et moi, ça me rappelle beaucoup à l'époque où il a été annoncé Rian Johnson à la tête du film. Je me souviens qu'il y avait pas mal d'enthousiasme autour de le réalisateur de Looper qui fait le film. C'est vrai. Perso, Looper, je comprends vraiment pas. Je trouve que c'est quand même très moyen. Et Brick, je comprenais pas non plus l'enthousiasme. Une arnaque presque parfaite, bon, était un peu moins aimé, mais globalement, Rian Johnson, je comprenais pas trop l'enthousiasme. Et aujourd'hui, je comprends vraiment pas le contre-enthousiasme de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est comme un couteau tiré. Je comprenais pas les gens qui l'attendaient beaucoup. Je comprends pas ceux qui l'adorent ou le détestent. C'est juste du cinéma c'est un bon faiseur, quoi. Il a du savoir-faire technique, il sait maîtriser, diriger les gens. Mais ouais, c'est un peu l'impression que ça n'arrive pas à trouver l'équilibre entre la grosse attente et grosse haine. J.J. Abrams a eu pareil. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est l'antéchrist aujourd'hui, comme si tout ce qui touchait, c'était horrible. Bon, le mec, il a quand même fait Alias, son Mission Impossible, les profs. Enfin, il sait faire des films, quoi. Ça veut pas dire que c'est le prochain Spielberg, mais c'est un petit peu facile d'attaquer comme ça quelqu'un personnellement, surtout un mec quand on sait que, comme tu dis, voilà, le mec, il a clairement pas les pleins pouvoirs. Hein. Ça se saurait si quelqu'un pouvait faire un Star Wars avec les pleins pouvoirs. Hein. Il n'a pas les pleins pouvoirs. Et puis, pour revenir un instant sur le Réveil de la Force, parce que oui, effectivement, J.J. Abrams a aussi été un punching ball. Enfin, il faut quand même comparer. Et pourtant, moi, je suis pas du tout fou du Réveil de la Force. C'est pas un film que j'ai plaisir à revoir ou que j'ai envie de revoir. Mais par rapport au blockbuster moyen d'aujourd'hui ou d'il y a 5 ans, c'est quand même très au-dessus du lot techniquement. C'est un type qui sait faire, c'est un type qui fait de la production aussi à côté, qui a une boîte de production qui vient de faire un deal avec Warner, je crois, qui est assez énorme. Enfin, voilà, on parle pas du dernier des manchots. C'est pas Joel Clodo qui est arrivé pour faire un mauvais remake, quoi. Donc à un moment, je pense qu'il faut garder un peu la tête froide et essayer de se rappeler l'ampleur que c'est. C'est des équipes monstrueuses, énormes. Il y a un travail avec un studio qui est, et c'est assez normal en même temps vu le pognon qu'il met, très interventionniste, très sur le contrôle. Donc il faut arrêter de se dire voilà, que la personne qui est au poste de réalisateur d'un Star Wars, c'est pas un auteur-réalisateur en France qui travaille pour Sylvie Piala, quoi. C'est quelqu'un qui est à la fois un artiste bien sûr, mais aussi un technicien, un directeur de chantier, qui doit rendre un produit fini. Ils n'ont jamais eu cette logique d'industrie sur le long terme, donc aujourd'hui on est sûrement à un moment où ils cherchent. Est-ce qu'on refait pareil ? Ils sont peut-être en train de tester les limites du public. Et donc cette trilogie va peut-être rester comme un moment charnière où on va voir à quoi ressemble le futur, à quel point ils peuvent tirer sur la chose, comme Solo l'a prouvé qu'il fallait pas aller trop loin. Donc ça va être intéressant de se dire aussi, c'est peut-être pas mission, bon on va pas pleurer sur Disney évidemment, le sort de Lucasfilm, mais c'est peut-être pas la mission la plus simple que de reprendre cette saga et de se dire voilà ce qu'on va en faire, voilà où ça en est aujourd'hui, comment on agit par rapport au public. Donc c'est assez intéressant de se dire qu'aussi du côté de Disney, il y a sûrement de grosses réflexions et réajustements pour s'adapter à tous les gens qui détestent le film, comme vous. Et d'ailleurs, il faut quand même pas oublier à quel point le temps fait son travail et peut vraiment pardonner des choses, ou en tout cas aplatir un petit peu les haines et les colères. Quand on se souvient de la manière dont la prélogie a été accueillie, enfin je me souviens à l'époque, les gens ils détestaient Jar Jar, c'était vraiment l'emblème de la merditude que devenait Star Wars. La prélogie est globalement moyennement aimée, bon la revanche des Sith a un peu été pardonnée par tout le monde et un peu réconciliée avec la saga, mais à l'époque c'était vraiment détesté, vraiment ça a été en décrescendo, mais c'était une vraie haine et il y avait un gros truc autour de George Lucas qui est incapable d'écrire, de diriger des gens, de choisir quoi faire, le tout numérique, enfin vraiment c'était devenu une blague ce mec à ce moment-là. Quand on voit aujourd'hui comment il est considéré, beaucoup de gens considèrent que maintenant la prélogie, en fait c'était ça le vrai Star Wars, George Lucas nous manque, qu'est-ce qu'il aurait fait de bien aujourd'hui? On lit beaucoup ça sur ses projets très vagues de ce qu'il voulait faire et que Disney n'a pas pris. Un peu de mauvaise foi quand même, c'est un peu facile maintenant d'oublier qu'à une époque il a été détesté. Le Réveil de la Force n'a pas été vraiment bien accueilli. Il y a une grande partie du monde qui a trouvé comme nous que c'était bon, pourquoi pas, c'est pas génial ni honteux. Mais pas mal de gens étaient très énervés en se disant que c'était n'importe quoi, que Disney est en train de tout raser, de faire du recyclage intensif. Alors vraiment, c'était encore le synonyme de où est-ce qu'on va, c'est la fin du monde. Pourquoi pas les derniers Jedi aussi. Je veux dire, dans 5, 10, 15 ans, peut-être qu'il va être considéré comme l'épisode
spécial, un truc, ça veut pas dire que ce sera comme l'Empire contre-attaque et qui sera adoubé comme un grand film, mais à mon avis, les gens vont peut-être se calmer, et en tout cas, il faut laisser le bénéfice du doute et se dire, toujours se rappeler, ça ne peut que exciter quand ça sort, mais attendons de voir comment la trilogie va se conclure, attendons de voir ce qu'ils vont faire, et peut-être qu'il y aura pire après, de toute façon, donc peut-être que Les Derniers Jedi sera vu avec beaucoup plus de bienveillance dans quelques années. En tout cas, je pense qu'il faut se calmer et se dire, ok, ça m'énerve, ok, les gens sont énervés, mais calmons-nous, on verra dans quelques années. Hein. Oui, et puis il va y avoir un truc qui est toujours un peu charnière, j'ai l'impression, pour les Star Wars, c'est l'arrivée de la deuxième génération. Je crois que j'ai l'impression que ça a été ça pour la prélogie, parce que il y a peut-être d'entre vous qui n'ont pas découvert la prélogie au cinéma, mais en VHS, DVD ou Blu-ray, et je crois que c'est vraiment la deuxième génération, ceux qui l'ont découvert petits-enfants à la maison, qui ont eu un attachement, un affect très fort envers le film, et qui eux aujourd'hui en sont les plus grands ambassadeurs. Moi je suis très curieux de voir comment des petits mômes qui découvriront Le Réveil de la Force et Les Derniers Jedi vont réagir à ces films-là, et c'est peut-être eux qui apporteront un autre ressenti. Ça c'est un truc qui m'amuse assez comme idée. Oui, parce que ça switch beaucoup pour plein de monde. Star Wars c'est d'abord la prélogie, et après ils découvrent les anciens, donc en fait on voit à quel point le point de référence varie. Pour certains, ça va être évidemment la trilogie originale, mais j'imagine que pour plein de monde, ça va être Rey, c'est l'héroïne, et Poe et Finn, ce sont les héros. Donc ça va être amusant de se dire qu'en fait, ça va être réhabilité et que tout ça va sûrement trouver une sorte d'équilibre entre chacun sa trilogie préférée et qu'au final, aucune n'est franchement meilleure. Ce qui amène aussi à est-ce que Star Wars ne prend pas pour Disney? On a vu que Rian Johnson, c'est devenu une cible pour beaucoup de monde, mais Kathleen Kennedy aussi. Kathleen Kennedy qui est la boss de Lucasfilm depuis que ça a été racheté par Disney. Disney a fait des choix stratégiques qui sont factuellement des problèmes pour plein de monde, de rapprocher les sorties de Solo et de Dernier Jedi, de créer autant de spin-off, maintenant de switcher sur Disney+. Vraiment, il y a une sorte de surexploitation qui est de l'ordre, c'est un fait, et pour plein de monde, c'est un vrai problème. Donc ça, je trouve ça tant mieux et sain qu'on le critique. Mais est-ce que Star Wars n'est pas aussi critiqué pour l'omniprésence et la mainmise qu'a Disney sur l'industrie du divertissement, avec Marvel, les Indiana Jones qui vont venir, la Fox qui a été rachetée, donc il y a vraiment maintenant Disney partout, et Disney fait chier en gros. Donc Disney est un problème, et c'est pour ça qu'on considère que, je pense, certains Star Wars récents, comme les Derniers Jedi, sont trop Disneyisés, parce qu'il y a trop d'humour, alors que si on regardait aujourd'hui la prélogie, et que c'était estampillé Disney, on se dirait, bah, c'est évident. Oui. Et si Disney allait racheter à partir du retour du Jedi, tout le monde se dirait, c'est évident, c'est pour dire qu'il y a les Ewoks. Bien sûr. Donc bon, je pense qu'il y a la part des choses à faire entre Disney, qui est évidemment un studio qui pose de vraies questions sur l'industrie et qui doit être critiqué, mais qui est aussi capable de faire des trucs bien, et surtout qui n'est pas responsable de tout. Et Star Wars, il est traité comme n'importe quel studio l'aurait traité, comme une industrie, comme du fric, comme de potentiels spin-off, comme des trucs à dériver dans tous les sens. Donc je pense qu'il y a aussi une part à détacher de Star Wars qui devient la cible parce que c'est le porte-étendard de Disney, quoi. Ouais, bien sûr, mais c'est assez amusant d'ailleurs que ce soit pas le cas de Marvel, c'est-à-dire que Marvel est relativement protégé, j'ai l'impression que les gens à qui ça ne plaît pas ne s'y intéressent pas du tout, et puis les gens qui aiment adorent. Là où Star Wars peut devenir une cible, mais peut-être parce qu'il y a une rencontre de symboles, c'est que même si ça fait bien longtemps que Star Wars est un mastodonte de l'industrie hollywoodienne, néanmoins, Star Wars ça symbolise la naissance d'une culture geek qui est artisanale, qui est considérée comme une sous-culture, comme un sous-genre, et Disney c'est devenu à l'inverse le symbole de la corporation, de la multinationale, et puis d'un contrôle créatif très fort. Donc la rencontre des deux, je pense que ça génère des sentiments en tout cas, des déclarations très violentes chez pas mal de spectateurs qui n'ont pas envie de voir ces deux entités qui pourraient apprécier séparément, ils n'ont pas envie de voir les deux se rassembler. Oui, puis je pense que contrairement à Marvel, Star Wars il fait entrer en collision des générations entre plusieurs décennies, c'est-à-dire que maintenant ils sont obligés d'être réunis par un film qui n'est plus du tout créé dans la même époque, dans les mêmes conditions, pour les mêmes raisons. Marvel en fait c'est une suite ininterrompue, donc ton grand-père il a découvert en même temps que ton fils, et du coup tout le monde l'aime pour les mêmes raisons, au même moment, dans le même contexte. Star Wars ça fait créer des connexions entre des gens qui sont pas du tout là pour les mêmes raisons, qui viennent pour des raisons totalement différentes pour ceux qui sont attachés à l'ancienne époque, et donc je pense que c'est pour ça aussi que ça crée des points de friction si énormes et intenses. Tout ça pour dire que chez Écran Large on a un avis plutôt nuancé sur Les Derniers Jedi, et qu'on trouve ça intéressant de se souvenir que pour plein de monde en fait c'est un film moyen, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de crises qui sont créées autour de les gens détestent, comme s'il y avait une sorte de guerre de clans, mais rappelons-nous que en fait pour plein de monde ce Star Wars il est ni génial ni pourri, c'est juste un film qui a plein de défauts, plein de qualités, et du coup c'est peut-être bien de ramener le débat à une discussion, on peut tous essayer de s'entendre et échanger autour des trucs qui sont bien et pas bien. En tout cas, l'ascension des Skywalker, ça va donner de nouveaux éléments du grain à moudre autour de Star Wars, et c'est peut-être ça aussi qui va aider à voir avec plus de perspective les Derniers Jedi. En tout cas, on en reparle très bientôt en vidéo. Stop. Oui, tu as dit commandant Akbar alors que c'est amiral Oula. Akbar, oh là là. Ah.